Bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je reçois un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. Cette saison, je te propose aussi un épisode bonus chaque vendredi. Il sera composé soit d'une parole d'expert sur le sujet abordé le mardi, soit d'un épisode solo un peu drôle pour dédramatiser certains sujets de parentalité. J'ai découvert Alexandra il y a tout juste un an via un partage sur les réseaux sociaux. Elle commençait à peine son combat contre une leucémie aiguë détectée quelques semaines plus tôt. J'ai suivi son histoire à distance, je l'ai trouvée aussi forte que bouleversante. Alors quand elle s'en est sortie, j'ai eu envie de lui tendre mon micro. J'avais des tas de questions. Comment gérer l'annonce de la maladie quand on est mère de 3 enfants et qu'on est à la tête d'une entreprise ? Comment vit-on l'isolement que requiert le traitement d'une telle maladie pendant si longtemps ? Et surtout, comment revient-on à la vie quand on a eu si peur de la voir s'échapper ? J'étais certaine que son expérience du cancer allait pouvoir aider d'autres personnes qui y seraient confrontées et qui se posent les questions qu'elle s'est certainement posées. Et un joli jour de janvier, Alexandra m'a reçue dans les bureaux parisiens de l'entreprise familiale qu'elle gère avec sa sœur, la Pelucherie. On s'est installés et on a discuté. C'était doux, joyeux, malgré le sujet qui ne l'était parfois pas. Alexandra a eu la chance de vivre cette épreuve entourée d'énormément d'amour et de soutien, et ça se ressent dans son discours, que je te laisse découvrir dès maintenant. Tu pensais être seule à galérer ? Mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour Alexandra. Bonjour Élise. Je suis ravie de te recevoir finalement, c'est toi qui me reçois un petit peu aujourd'hui puisque je suis venue jusqu'à toi. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et nous parler un petit peu de toi ? Donc, je suis Alexandra, j'ai 39 ans. J'ai relancé avec ma sœur une marque de peluches familiale donc depuis 5 ans. Donc, en gros, je vends des peluches, mais de qualité, cousues main en Italie. Je suis mariée, j'ai 3 enfants et je suis heureuse de vivre. Génial. Écoute, c'est une très belle présentation. C'est important de le dire. Je vais te poser la question traditionnelle de Prenons un café. Alexandra, est-ce que tu as toujours désiré être mère ? Alors, pas du tout. Non, en fait, ça me faisait très peur. Donc, pendant très longtemps, je voulais pas spécialement d'enfants. C'était plus mon mari qui était désireux d'avoir des enfants. En fait, à 30 ans, je crois, il y avait un peu de pression un peu partout. Tout le monde attend, te dit, alors les enfants, tout ça. Mais en fait, je me suis dit que si j'en faisais pas, j'allais peut-être regretter plus tard. Je me suis projetée, je me suis dit, ok, là, t'en veux pas. Mais si ça se trouve à 60 ans et ce sera trop tard, tu vois, tu regretteras de pas en avoir fait. Et du coup, je me suis dit, allez, on se lance. L'annonce de la grossesse était très violente pour moi parce que du coup, ça m'a fait peur. Je me sentais pas mère. C'est dès que t'es enceinte, les gens, ils te disent, ils te traitent tout de suite de petite maman ou de maman. Ils veulent toucher ton ventre, regarder ton échographie. Donc moi, c'était vraiment... ça m'agressait assez. Et en fait, par contre, dès que ma fille est née, ça a été... tu vois, je me suis sentie mère en 1 seconde, quoi, dès qu'elle est née. C'était pas vraiment un désir de longue date, quoi. Ouais, ok. Non, mais c'est hyper intéressant parce que justement, je reçois beaucoup de personnes qui me disent « Ah ouais, moi j'ai toujours voulu ça ». Et c'est hyper intéressant de voir ce point de vue-là du côté de peur de ne pas regretter. Enfin, tu avais des visions, toi, autour de toi, d'amis ou de famille, de maternité qui te donnaient envie un petit peu ou pas du tout ? Enfin, il vient d'où cette peur de regretter, elle vient d'où en fait ? Oui, non, c'est le contraire. C'est que je n'avais pas de vision de maman avec un enfant où je me disais « Oh, quelle chance, j'aimerais trop être une maman comme ça ». Moi, vraiment, quand je voyais les mamans et les enfants, je me disais « Oh là là, quel fardeau ». Enfin, ça ne me donnait pas du tout envie. C'est plutôt quand je voyais des personnes âgées qui n'avaient pas eu d'enfants où je me disais « C'est vrai que c'est peut-être un peu triste de vieillir sans enfants ». Enfin, voilà, je voyais mes grands-parents qui avaient leurs enfants, de fonder une famille. Je me suis dit, voilà, quand tu te retournes, tu as fondé une famille, tu n'es pas seule. Bon, c'est réussi, quoi. Ouais, c'est ça. Si tu as bien géré ta famille, mais je trouvais ça beau. Alors que c'était plus, le regret, c'était plus vraiment pour plus tard, quoi. Ouais, ok. Et du coup, tu es passée de « je veux pas d'enfants » à « j'ai 3 enfants ». Ah ouais. Et si je pouvais, je crois que j'en aurais fait 12. C'est vrai ? Ouais. Et du coup, c'est à l'arrivée de ta première ? À l'arrivée de ma première, elle est née. Jusqu'à ce qu'elle sorte, j'étais pas prête. Ouais. Mais genre, je voulais pas... Toutes les mamans, elles rêvent d'accoucher en avance parce qu'elles en ont marre. Non, moi, j'ai bien vécu ma grossesse. C'était une agression parce qu'on me traitait de maman et que je ne me sentais pas maman.
Mais je me sentais bien avec ce ventre. Je me trouvais presque... Enfin, tu vois, j'étais jolie, j'étais bien. Et jusqu'au dernier moment, j'ai profité à fond. Tu vois, je me faisais mes sièges. Je me souviens, j'étais en congé mat, j'étais contente. Enfin, j'avais pas du tout hâte. Même en arrivant, quand j'avais mes contractions, on était en plein déménagement et travaux avec mon mari. Non, pas encore déménagement, en plein travaux. Et je leur disais, non, mais je peux pas accoucher là. Il faut encore que je choisisse. Je sais plus ce que je devais choisir. Enfin, bon, faut encore que je choisisse la couleur de ma peinture. Fallait qu'on aille faire des courses pour l'appartement. Ils m'ont dit, ah non, mais là, ça va arriver. J'étais là, non, vous êtes sûrs? J'avais vraiment pas envie d'accoucher, quoi. Et en fait, dès que j'ai accouché, la première... peut-être pas les premières minutes, tu vois, parce qu'au début, ils te le mettent sur toi. Enfin, j'étais un peu vannée quand même. Mais genre, la première nuit, elle s'est réveillée. Du coup, je lui chantais des chansons. J'ai eu la maternelle vraiment directement. Et j'étais moi-même étonnée, quoi. J'étais trop heureuse, quoi. J'ai dit, oh, trop cool d'avoir un enfant. J'étais très contente. T'as trouvé ça facile au début d'avoir un bébé à la maison? Oui, ça s'est bien passé. Alors, j'étais hyper protectrice, quoi. Maman louve. C'était vraiment la maman. Peut-être avec le recul, je ne ferais plus comme ça, mais c'était mon premier. Fallait pas le toucher, quoi. Genre, même quand les grands-parents... Quand les grands-parents arrivaient, voulaient prendre ma fille dans les bras. J'avoue, hein, je serais très maman, c'était ma fille, et que moi qui savais faire correctement. Bon, c'est comme ça. J'étais comme ça. Pour le troisième, je n'étais pas comme ça. Mais pour la première, j'avoue, j'étais complètement comme ça. Je ne vais pas faire genre, j'étais cool dès le début, non. T'es restée longtemps avec elle, rien que toutes les deux, ou t'as repris le travail non, je suis restée hyper longtemps. J'ai pris un congé parental, donc du coup, j'ai repris quand elle avait 6 mois. Je l'ai allaitée. Je voulais pas du tout arrêter l'allaitement. Moi, j'aurais pu l'allaiter 4 ans, je crois. Mais il y avait une fusion, en fait. Au final, à chaque fois que j'ai fini mes allaitements, c'était naturel, en fait. J'avais plus de lait. Ça s'est fait. J'étais obligée, contrainte et forcée. Alors que sinon, j'aurais bien aimé, tu vois. Mais au final, c'est très bien comme ça. Ouais, carrément. Mais c'est vrai que j'ai adoré passer du temps. Mais j'étais plus que pour elle. Ma journée était programmée selon les siestes, mais peut-être trop. Mais bon, je ne sais pas. En tout cas, ça s'est fait comme ça. C'était tout en fonction de son sommeil, ses siestes, son machin, enfin tout, voilà. Tout selon ma fille. T'étais déjà à la tête de la pelucherie à ce moment-là? Non, pas du tout. Non, pas du tout. J'étais salariée chez Mercedes. Oui, c'est pour ça que ma troisième, j'avais la pelucherie. Ça ne s'est pas fait vraiment pareil. Oui, parce que t'as pas la même relation au travail à ce moment-là. Voilà. Donc là, c'était vraiment, mon travail était vraiment en second plan. Alors qu'au début, j'étais à fond dans mon travail, mais une fois que j'étais... Moi, je suis une fille assez... je sais pas si on dit entière, mais je prends les situations comme elles viennent. Donc, quand j'étais au boulot, à fond sur le boulot, j'étais à fond sur le boulot. Une fois que j'avais ma fille et que là, j'étais en congé mat, j'étais pas en train de me dire « je serais mieux au boulot ». Non, du coup, j'étais à fond sur ma fille. Puis après, je suis retournée au boulot. Avant d'y retourner, j'appréhendais. Je me suis dit « j'ai pas envie de la quitter, machin ». Mais une fois que j'avais quitté, que j'étais au boulot, ça y est, j'étais passée à autre chose. En fait, je passe à autre chose, quoi. Je me concentre sur où je suis. Et au bout de combien de temps c'est arrivé cette envie d'avoir un autre enfant après? Le deuxième? Ouais, le deuxième. Très vite. Hein. Genre, Non, en fait, c'est parce que dans ma tête, je les voulais rapprocher. Voilà, dans ma tête, je les voulais rapprocher. Donc, je savais qu'assez vite, il fallait que je m'y remette. Donc, du coup, quand elle avait 12-13 mois, je suis retombée enceinte. Et surtout, j'avais toujours l'appréhension de ne pas tomber enceinte rapidement parce que je voulais pas être dans le stress de l'attention, d'attendre le moment que je voulais et que ça vienne pas et qu'après ça devienne un stress. Moi-même, j'avais ce stress en tête. Ouais. Donc, tu sais, la fille qui est un peu... mais bon, tu sais, on entend tellement d'histoires comme ça de personnes qui mettent du temps, tu vois, à concevoir. Et donc, j'avais pas envie que... Donc, je me suis dit, très vite, on a réessayé d'avoir un enfant. Et voilà, comme ça, il est arrivé quand il est arrivé. Et j'ai pas eu le moment... de stress, quoi. Et donc, ils ont 2 ans d'écart, quoi, 20 mois d'écart. Et comment tu vis, justement, cette deuxième maternité? C'est une évidence comme la première ou pas? Non, je crois que c'était beaucoup plus dur. Enfin, non, oui, c'était une évidence. J'étais très contente d'être enceinte. J'étais vraiment ravie. Non, vraiment, moi, j'ai vraiment bien apprécié mes grossesses. Ça s'est très bien passé à chaque fois. Après, c'était plus dur, je me souviens, parce que j'avais plus mal partout. Il y a des moments où j'avais mal au ventre. Enfin, alors que la première, j'étais tout feu, tout flamme, quoi. Je ne l'ai pas senti passer. Mais le deuxième, c'était plus dur. D'ailleurs, quand il est né, parce que c'est un garçon, il était plus dur. Je pense que c'est lié. Son caractère de cochon était déjà dans mon ventre. Je n'avais jamais fait la réflexion. Mais pourquoi pas. Puis après, mine de rien, 2 ans, c'est pas énorme, tu vois. T'as quoi, une grosse année qui se passe entre tes 2 grossesses. Ton corps, il s'est peut-être pas encore non plus totalement remis. Non, voilà, exactement. C'est pas les mêmes expériences. Puis surtout, t'as un premier, tu dois t'occuper du premier, quoi.
tu peux plus te concentrer juste sur toi comme sur une première grossesse. Enfin, tu vois, tu le vis pas de la même façon, quoi. Ouais. Par contre, j'avais beaucoup mieux préparé mon deuxième accouchement et donc c'est beaucoup mieux passé. Parce qu'en fait, après mon accouchement de ma première, j'avais une sage-femme que j'ai rencontrée par l'hôpital qui était super, avec qui on s'est très bien entendu. Et donc, du coup, je lui ai demandé de me préparer pour le deuxième. Et elle était à fond sur les accouchements naturels, sans péridurale. Donc, elle m'en a parlé, je l'ai regardée avec des gros yeux, genre même pas en rêve. C'était inimaginable pour moi. Ouais. Et en fait, elle m'a préparée vraiment à la respiration. Enfin, en fait, elle m'a trouvé des arguments qui m'ont fait rêver. Tu vois, l'histoire d'accoucher naturellement, d'être en cohésion avec ton enfant. Tu vois, tout de suite, forcément, je me suis dit, ah ouais, c'est pas mal. Ouais, mais elle t'a raconté un petit peu ce qui manque, moi, je trouve, justement, enfin, pour un premier ou dans le milieu médical, mais elle t'a raconté vraiment l'histoire d'une naissance, finalement. Exactement. De comment ça se passe. Comment ça se passe. Alors que les préparations à l'hôpital, il y avait séance 1, séance 2, séance 3, l'alimentation, le machin, le truc. Ouais. Mais au final, ils m'ont appris à souffler en un quart d'heure, genre... Alors, au final, tu n'apprends pas à souffler, tu vois. Alors elle m'a vraiment appris à être en pleine conscience de moi. Et ça, on y reviendra sûrement plus tard, mais c'est ce qui m'a permis, je pense, de supporter la maladie d'après. La maladie après, ouais, carrément. Exactement. Et donc, j'ai accouché sans péridurale, donc j'étais très heureuse. Mon mari, pareil, parce que du coup, lui qui était aussi contre, comme moi au début, finalement, il a adoré cette préparation, être au centre de l'accouchement. Alors qu'effectivement, tous les deux, on s'est dit, la première, elle a accouché, on ne s'en est pas rendu compte. On était capable, pendant les contractions, de me faire des textos ou de jouer sur le téléphone. Alors qu'au deuxième, je ne pouvais pas faire ça, mais au moins, on était dans le moment présent à vivre l'accouchement. C'est ça. Donc, on a tous les deux adoré cet accouchement. Ouais, c'est une naissance à 3, finalement, beaucoup plus. À 3, et puis avec l'équipe aussi. Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr. Bien sûr, mais tu vois, c'est vrai qu'il y a ce truc que toujours on se demande, ou les papas se demandent beaucoup d'ailleurs ce qu'ils vont faire pendant la naissance finalement, alors que quand c'est préparé de façon naturelle, ça, ils ont une vraie place en fait. Exactement. Et c'est vrai que quand c'est plus médicalisé avec la péridurale, toi déjà, tu as moins de place aussi en tant que mère qui donne naissance. Parce que moi, j'ai accouché comme ça sous péridurale, j'étais très première de la classe, si tu veux. Moi, je faisais tout ce qu'on me disait. Ouais. Et c'est vrai que c'est un peu ça finalement quand c'est médicalisé, alors que quand c'est une naissance plus physiologique, plus naturelle, c'est toi qui es actrice, quoi. Ouais. Et c'est le couple parental qui est acteur, tu vois. C'est vrai que c'est dur, mais c'était super. J'ai adoré. Et puis l'équipe médicale est à fond aussi, en fait. En tout cas, à chaque fois, ils me disaient, comme ils ne sont pas habitués, ils adoraient aussi le fait de faire ça. C'est chouette. Non, donc c'était chouette. Donc ça, c'était mon deuxième. Et après le deuxième, là, on a fait une petite pause. Ouais. Mais parce que le deuxième était très dur. Ouais. Déjà, peut-être c'est un garçon, peut-être le deuxième. Enfin, il était vraiment beaucoup plus dur que ma première fille. Et du coup, après, on a eu la troisième. Mais je savais que je voulais 3 enfants. Tu vois, j'avais quand même des petits... J'ai jamais voulu être mère, mais j'avais quand même des schémas dans ma tête. Bon, nous, on est 3 filles. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est peut-être lié à ça, à une histoire familiale. Et mon mari sont 3 aussi. Et en fait, pourquoi j'en voulais 3 ? Parce que c'était très réfléchi. Parce que je trouve que quand t'es 3, quand t'es 2, si jamais tu te disputes, il n'y a pas un troisième pour venir dire « Mais attends, sois pas ridicule, reparle-lui, c'est dommage de se fâcher pour ça. » Tu vois, tu restes les deux un peu sur tes positions. Et je trouve qu'à 3 au moins, d'abord, parfois t'es copain avec l'autre. Après, moi, je vois bien, tu vois, parfois tu t'entends mieux sur des sujets avec une des sœurs, sur d'autres sujets avec l'autre. Et voilà, s'il y a un conflit, il y a quand même un arbitre au milieu qui peut aider. Donc, je trouvais que 3, c'était plus équilibré. Quoi. Puis, en plus, c'est vos schémas familiaux avec ton mari. Toi, c'est quelque chose... Surtout si vous avez été heureux dans cette situation-là, c'est quelque chose que tu as forcément envie de reproduire un petit peu, tu vois. Mais mon mari, il en voulait 5. Ah oui, 5. Mais je t'avoue qu'après le 3e, il s'est calmé. Il a dit non, mais 3, ça ira très bien. 5, c'est quelque 3, chose. C'est 3, c'est déjà bien. Vous êtes famille nombreuse, hein, à 3. On est famille nombreuse, on a la carte. Et oui, ça change quand même pas mal. Ouais, c'est très bien. Et alors, l'arrivée de ta 3e, est-ce que ça s'est passé un peu la naissance comme le deuxième, un peu physiologique, tout ça, ou pas ? Oui, alors j'ai refait l'accouchement sans péridurale. C'était encore plus... Mais là, j'avais vraiment envie... Parce qu'en fait, j'ai fait à l'hôpital la deuxième fois. Et à l'hôpital, tu vois, pour mon deuxième, tu sais pas qui va t'accoucher. Donc, en fait, j'avais eu beaucoup de chance de tomber sur une docteure de garde qui était une femme complètement à l'écoute, donc qui était à fond avec moi, qui m'a suivie dans mon élan d'accoucher sans péridurale.
Sachant que j'étais arrivée à 9h30, si tu veux, j'étais. Ah oui, de toute façon, même si tu la voulais, je crois que c'était un peu tard. Ma sage-femme m'avait dit arriver le plus tard possible, comme ça. Donc, si tu veux, je suis partie de chez moi parce que j'ai mis ma main comme ça dans. Je sais pas comment on dit, quoi. J'ai mis ma main et je sentais le creux de la tête. J'ai dit au mari, là, je crois qu'il faut y aller. Donc, on est arrivé quand même une demi-heure après, il était sorti, quoi. Ah oui. C'était une extrémiste. Et pour ma troisième, voilà, j'avais envie d'être sûre que le docteur qui m'accompagnerait serait dans la même démarche que moi. Donc, j'ai préféré accoucher en clinique. J'ai fait toute une étude, j'ai cherché le docteur qu'il fallait. Et en fait, j'étais hyper contente parce qu'au moins, je suis arrivée, je n'étais pas en stress. Je savais que le docteur saurait direct comment je voudrais accoucher. Il aurait été prévenu et tout, voilà, ton arrivée, bien sûr. Donc, j'ai fait pareil, mais c'était encore plus... Tu vois, j'avais demandé à la salle nature... Non, mais j'étais à fond pour ma troisième. Je voulais que ce soit l'apothéose de l'accouchement. Tu savais au fond de toi que c'était la dernière fois? Tu savais que c'était la dernière fois que tu donnais naissance? Un peu quand même, tu vois. Je me disais... même si une fois que j'ai eu le troisième, je me disais que j'allais faire un quatrième, quand même, le troisième, je savais qu'il y avait une chance que potentiellement ce soit la dernière, tu vois. Donc, et surtout, comme le deuxième, je savais pas trop ce qui m'attendait. Là, je savais, tu vois. Donc, c'est sûr que c'est plus facile parce que tu sais à quoi t'attends. Mais je l'ai encore mieux fait, tu vois, que mon deuxième. Ah ouais. Tu vois, j'ai fait sur le ballon. La poche des os, c'est vraiment cassé naturellement. J'étais vraiment... Non, c'était bien. Non, mais j'ai adoré mes accouchements. Ah, mais ça a l'air trop bien. C'est violent, mais... Non, mais il y a beaucoup de femmes qui donnent naissance de manière naturelle et physiologique qui adorent ça, en fait. Ah ouais, j'adore. Pourtant, on pourrait croire que c'est quelque chose quand même de douloureux. On te fait croire aussi que c'est quelque chose qui est insupportable. Je peux pas dire que c'est pas dur. Mais bien sûr. Voilà, ça fait très mal. Mais... Ah ouais. À la fin, moi, à chaque fois, je demande ma péridurale, mais il me dit c'est trop tard. À la fin. Mais en fait, je comprends. En fait, je la demande vraiment au moment où... En fait, la dernière fois, pour Charlie, donc ma dernière, je lui ai dit non, mais c'est pas grave, finalement, faites-moi la péridurale. Ça faisait 1 heure que je hurlais, tu vois. Et là, il m'a dit non, mais là, c'est trop tard, monter sur le lit, là, parce que j'étais sur le ballon, tu vois. Il me dit non, la montée, là, elle sort, quoi. J'étais là, bon, bah, ok. Donc, en fait, je la demande toujours au dernier moment. Mais en fait, c'est le moment, parce que le moment le pire, c'est quand même le moment où... C'est ce qu'ils te disent, tu vois, que c'est le moment où elle sort. Ils appellent ça la petite mort, je crois. La phase de désespérance, je crois. Que ça ouais, voilà. Donc, c'est la phase où vraiment, là, tu crois que tu vas mourir. Crever, quoi. Mais bon, elle sort, là. Donc, c'est bon. Donc, c'est bon. Et après, c'est bon, finalement, on meurt pas. Donc... Après, tu dis, bah, ça va, franchement. Vivement le prochain. J'ai dit ça au docteur, je me souviens. Ah ouais? J'ai dit, oh là là, mais comment je vais faire pour faire le quatrième? Parce que quand même, à la fin, t'es éreinté. Il m'a dit, attendez, là, vous venez d'en sortir un. Prenez le temps. Ouais. Bon, d'ailleurs, il a bien fait ce que tu vois. J'ai décidé que ça irait. Ouais, carrément. Et justement, dans toute cette aventure-là de tes 3 maternités, la pelucherie, ça arrivait à quel moment? Parce que je trouve ça hyper intéressant, en fait, justement, de faire un peu parallèle avec cette nouvelle vie d'entrepreneur, de reprise d'entreprise, avec la maternité, parce que on ne devient pas mère de la même façon, je trouve. Ah oui, c'est pas pareil. Bah, en fait, c'est plus j'ai eu l'envie de créer ma société après mon deuxième, après Ruben. Et j'étais très hésitante parce que j'avais un beau poste dans une boîte salariée très confortable. Et je savais que je voulais faire un troisième. Donc, j'étais un peu partagée entre est-ce que c'est le bon timing de quitter ma boîte, sachant que j'aurais eu un bon congé mat, congé parental et tout et tout. Et monter ma boîte et du coup, forcément, pas de congé mat. Enfin, très peu, ouais. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait... Comme, encore une fois, j'avais toujours en tête qu'on ne sait pas le timing. Ouais. Je me suis dit, ne fais pas ta vie en fonction de ton enfant qui va peut-être ne jamais venir ou machin. Enfin bon, je me suis dit, là, ok, tu veux un enfant, mais tu veux monter ta boîte. Donc, monte ta boîte et si tu tombes enceinte, quoi. Ben, ça n'a pas loupé. Ça n'a pas loupé. J'ai monté ma boîte et je tombe enceinte, tu vois. Mais j'étais encore chez Mercedes, donc ça s'est bien passé. Après, donc, en plus, je suis partie. J'ai bien réussi j'ai fait un bon départ, du coup, j'avais quand même le Pôle emploi. Donc voilà, on est dans un beau pays, tu vois. Non, donc, mais ça, c'est vrai que ça permet. Et comme j'étais enceinte en plus, c'était encore plus confortable pour moi. Mais c'est sûr que ma grossesse n'a pas été celle de mes 2 premiers enfants. Parce que j'ai bossé je crois, 1 semaine avant l'accouchement. Et quand même, 1 semaine avant, j'ai dit à ma soeur, parce que donc j'ai relancé la boîte de ma grand-mère avec ma soeur. Je lui ai dit, non, mais là, je vais me prendre 1 semaine parce que je lui dis, j'ai envie de prendre du temps. Quand même, pour moi, la maternité, ça a quand même été toujours... la maternité, gérer mes enfants, c'est quand même quelque chose de très important pour moi. Ça fait partie de ma notion du bonheur, tu vois, d'être bien c'est bien de réussir ta boîte, mais... Ton essentiel, c'est ta famille. C'est ma famille, tu vois, pour moi, c'est très important.
Donc, du coup, quand même, voilà, une semaine avant, je me suis pris une petite pause. Mais effectivement, je sais pas, dès que tu rentres... Pendant une semaine, j'ai coupé, j'étais à la maternité. Donc là, Ouais. j'étais plus là. Mais c'est vrai que dès que tu rentres chez toi, entre 2 siestes et tout, bah, tu reprends un petit peu, tu vois. Ouais. Toujours un petit peu, mais c'était moins cool, quoi. Ouais, c'est ça. Tu T'es regardes un toujours en mail stress, par-ci, tu te par mets à là. bosser. Ouais. Tout d'un coup, j'entendais Charlie qui pleurait. Et là, j'étais là, oh non, mince, j'ai pas le temps. Du coup, Ouais. t'es moins sereine, quoi. T'as un peu le Toujours cul entre deux chaises, un peu. Ouais, t'es un peu le Ouais. cul entre deux chaises. C'est ça. Genre, je bosse, je m'occupe de mon enfant. Ouais, c'est ça. T'as envie de faire les deux et t'as envie Ouais. de pouvoir consacrer autant de temps aux deux. Mais c'est pas toujours heureusement facile. que c'est ma troisième, tu Ouais. vois. Je pense que ça aurait été plus compliqué si ça avait été ma première. Parce que Ouais. du coup, j'avais déjà les bases, je connaissais des choses. Et puis, j'étais beaucoup plus libre de la laisser. Ouais. J'avais déjà ma nounou qui était à la maison. Tu connaissais, ouais. Voilà, tu vois. Alors, ça aurait été ma première. Ça aurait été plus délicat, quoi. Bah ouais, carrément. Voilà. Bah oui, puis je sais pas, je pense que plus on fait d'enfants, plus on est cool, tu vois. Bah, je pense J'ai qu'à un moment, t'es l'impression. obligé, quoi. Bah ouais. Sinon, tu deviens folle. Bah ouais. Et puis après, la première fois, c'est tellement... Enfin, tout est tellement nouveau. Tout est nouveau, Il c'est n'y a ça. pas de livre, hein. Bah non. Moi, je me dis ça, mais je me le dis encore. Je me dis, Alexandra, il n'y a pas de livre, de toutes les façons. C'est comme Bah monter ouais. sa boîte. Pas de livre. Ah non. Il y en a, mais en fait, c'est des expériences des autres. Bah voilà. Et c'est pas... C'est pas toi. T'as c'est beau ton lire tout ce que tu veux, ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Tant que tu le vis pas, tu sais pas. Et ouais, c'est assez fou cette aventure quand même. Ouais, c'est pas mal, quoi. Du coup, la vie à 3 se passe bien. Comment ça se passe d'ailleurs dans ton couple, tout ça, l'arrivée des enfants, ça se passe bien? Ou c'est tsunami? L'arrivée des enfants, c'est un tsunami à chaque fois. Ouais. En fait, moi, j'étais très fusionnelle avec mon mari. Enfin, je sais pas si on dit fusionnel, mais on s'entendait très bien. C'était un peu comme mon meilleur ami. Ouais. Tu vois, pour moi, il y avait lui, quoi. Et c'est vrai que j'avais pas pensé, mais quand ma fille est arrivée, ça m'a complètement déstabilisée parce que je me suis dit, ah bah maintenant il y a elle aussi. Et en fait, du coup, parfois je me posais la question, je me disais, bon alors attends, si t'es dans l'eau et que tu dois en sauver un, j'avais des idées bizarres. Tu te poses des questions extrêmes quand même. Non, mais c'était pour ça me faisait me rendre compte que dans mon équilibre, maintenant il y avait ma fille aussi. Donc du coup, en fait, il y avait quand même de grosses tensions. Et puis le mari aussi, il n'est pas maman, tu vois, c'est pas... Même si j'ai un mari super, tu vois, forcément, il n'a pas vécu la grossesse, il n'a pas... C'est pas du tout... C'est le mari moderne quand même, tu vois, donc il a toujours fait tout beaucoup. Bah quand même, tu vois... Il n'est pas en congé maternité, il n'est pas collé au bébé 24 heures sur 24 comme toi, quoi. Dur, je me souviens, oh là là. J'aimais pas du tout, quand même, toute la journée au tout début, les premières fois. C'est dur. Et donc, en fait, à chaque arrivée d'un enfant, pendant 6 mois, c'était difficile. Aussi parce que pour mon mari, c'était plus dur de dire stop à sa vie d'avant un petit peu, tu vois. De plus pouvoir sortir comme avant, de plus pouvoir faire autant de choses comme avant. Je me souviens qu'on avait ce genre de discussion aussi, tu vois. Ouais. De dire, ah bah oui, non, mais on a voulu un enfant de plus, ou, tu vois, donc forcément, ça change des choses. C'est toujours des petits deuils un petit peu de... Finalement, Après, c'est pas définitif, tu vois. Parce que plus ils grandissent, plus tu peux justement refaire les choses que tu faisais avant. Mais c'est vrai que tu as un temps où quand ils sont tout petits... Et puis je pense qu'aujourd'hui, tu vois, avec notre expérience qu'on a vécue, on le vivrait peut-être autrement. Mais en fait, quand tu es plus jeune, tu es peut-être moins mûr aussi. Et du coup, tu as l'impression que toute ta vie est chamboulée, que ça ne reviendra jamais. Enfin, tu vois. Alors qu'en fait, pas du tout. En fait, mais quand tu es dans le tunnel, quand tu es dans le... Moi, je le vois vraiment comme un tunnel. Tu sais, c'est les 3 premières années un peu, tu vois, où il y a plein de choses. Tu as les dents, les maladies, les trucs comme ça, où en fait, c'est un peu l'enfer parfois sur Terre. Et en fait, je trouve que ce tunnel, il est... Enfin, tu vois pas, en fait. On peut te dire que ça va s'arrêter et qu'un jour... Mais tu le vois pas, c'est pas possible. Par contre, quand tu vois la lumière, à un moment, tu dis « Ah, ça fait du bien !» Ah, ça va mieux. Ouais, mais après, ça fait du bien. Il y a les autres problèmes qui vont arriver. Arriver, moi, là-bas. C'est vrai, tu les vois. Parce que ta première, elle a quel âge là? 9 ans. Ah oui, donc tu vas arriver sur la préadolescence et tout ça. Là, ça va être quelque chose. Tout de suite, peut-être. Non, bien sûr. Ça va arriver. Ouais, voilà. J'ai plus que des petits bébés, quoi. Ouais. J'ai 9, 7 et 4. Ah ouais, ah oui, ça y est, là, t'es plus du tout dans tout ce qui est petite enfance, couche et compagnie. Là, c'est fini. C'est sur un autre niveau. Ouais, exactement. Bah, quand même, j'ai ma petite de 4 ans. Oui, ça fait toujours un petit bébé à la maison. Ouais. Heureusement. Je la garde, elle. Je la garde au chaud. Je la fais pas trop grandir. Je fais attention. Tu veux venir dormir avec moi? Pas de problème. Ça, tu peux pouponner encore un peu. Tu veux ton biberon encore? Pas de problème. C'est des choses que tu faisais pas forcément avec les premiers. Si, je rigole. Si. Non, moi, je suis pas du tout pour forcer à grandir. Ouais. Enfin, tranquille, quoi. S'ils grandissent, ils grandissent. Ouais, non, mais bien sûr. Je respecte leur rythme, quoi. Mais je suis pas du genre à dire, ah bah non, là, t'as plus l'âge de prendre un biberon, c'est fini. Non,
En fait, j'ai bien vu avec ma première, il y a un moment, ils veulent plus le biberon et ça se fait naturellement, quoi. Ouais, carrément. Bah oui, de toute façon, on n'a Ouais, jamais je vu sais pas. des gens de Ouais, à 18 ans 20 avec un biberon. C'est vrai. Non, on n'a jamais vu encore. Donc, Peut-être en cachette. voilà. Ah, peut-être en cachette. Après, on ne sait pas tout. Hein. Avec des doudous, ça s'est vu, mais pas avec des doudou, biberons. Ouais, non, je crois pas. Donc c'est pour ça, non, je les presse pas à grandir. Ouais. Quoi. Normal, quoi. Ouais. Tu dirais que tu as été la même mère pour tes 3 enfants? Ah non. Non, pas du tout. Non. Non. De toute façon, ouais, j'y crois. Déjà, ils n'ont pas le même caractère. Ouais. Donc, t'as pas besoin d'être dur de la même façon, sur la même éducation. Et ensuite, je pense que quand même, j'ai retenu, pas de mes erreurs, tu vois, mais j'ai bien vu des choses qui se sont passées selon mon comportement. Et du coup, c'est surtout la troisième, c'est l'apothéose, tu vois. La troisième, parce que les deux, ils étaient très rapprochés. Donc, j'avais peut-être moins le temps de prendre du recul pour changer des choses. Mais plus sur la troisième, tu vois, comme elle arrive 3 ans après le deuxième, et ben, j'ai plus pu ajuster. Tu vois, être dur quand il fallait. Et puis plus moins souple. dur. Ou moins dur, si on sent que c'est pas grave. Ouais, puis bon, ils ont vécu aussi une épreuve, parce qu'on on va en revenir, et pas au même âge non plus, donc ça change tout aussi, j'imagine. Alors moi, je t'ai connue sur les réseaux sociaux pour une raison assez simple, mais pas très gaie. Il y a un an, il y a un an, c'est ça? Il y a un an, tu as appris que tu avais une maladie. Est-ce que tu peux nous raconter justement comment ça s'est passé quand tu as appris que tu avais une leucémie? Pourquoi tu as appris que tu avais une leucémie déjà? Comment j'ai appris que j'avais une leucémie? Écoute, je l'ai appris par hasard. Et au moment où je l'ai appris au dernier moment, si tu veux. En fait, je pense que j'avais ma leucémie depuis quelques mois. Ah oui? Ouais, je pense que je l'ai traînée quelques mois, mais comme j'étais à fond dans mon job, j'étais à fond, quoi. Donc, j'avais des petits moments de fatigue, mais je me suis dit, c'est normal. Enfin, je bossais beaucoup. Donc, je me suis dit, bah oui, t'es fatiguée, mais en même temps, tu bosses beaucoup, donc c'est normal. Une fois, je suis allée chez le docteur début décembre parce que j'avais des bleus et des petits boutons en bas de la jambe qui me gratouillaient. Et une plaie dans la fesse, tu vois. Vraiment au niveau de l'anus, c'est pas très glamour, mais bon, j'avais ça. Et donc, je suis allée la voir, mais si tu veux, forcément, tu penses pas tout de suite à une leucémie. Et du coup, moi, les bleus, elle m'a dit, vous avez dû vous cogner. Bon, ça ne me disait rien, je me souvenais pas du tout de m'être cognée. Les petits boutons, elle m'a dit, vous devez avoir la peau sèche, faut changer de savon. Et par contre, les fesses, elle m'a donné une crème et ça a fini par partir. Et en fait, donc ça, c'était début décembre. Après, vers le 20 décembre, alors j'avais de plus en plus de bleus, mais des gros, des hématomes énormes. Tu te souvenais pas t'être cognée ou quoi que ce soit? Non, je réfléchissais. Je me disais, mais je comprends pas, je me suis cognée et tout, je comprenais pas. Ça me commençait à me gratter sur tout le corps. Alors là, je me suis dit, moi, je suis très c'est pas bien, mais j'ai un père médecin, tu vois, donc moi, il y a un truc qui traîne, je dis, tiens, je vais prendre ce médicament et tout. Donc, j'avais la gratouille, donc j'ai commencé à prendre du Zyrtec, tu vois, un truc anti-grattage, anti-allergique, je sais pas. Et puis, ça, c'est pour le grattage. Et bon, les fesses, c'était pas revenu. Et donc, comme je bossais à fond, c'était les pop-up, les peluches Noël, puis Noël, quoi. Du coup, j'avais pas le temps d'aller chez le docteur. Je me disais, bon, bah tant pis, machin. Donc, j'ai mis un texto quand même au docteur le 18 décembre. Et en fait, il avait pas le temps de me voir. Et il m'a proposé un truc, je pouvais pas. Il partait en vacances, j'ai dit, bon, bah écoutez, tant pis, c'est pas grave. Donc, j'ai continué. Ça, c'est vers le 20, tu vois. J'ai bossé jusqu'au 24 décembre. Mais le 24, j'étais au bon marché, sur mon pop-up. Là, je courais dans toutes les allées pour choper les clients, faire des paquets. Tu pouvais pas imaginer que la meuf était au bord de sa leucémie, quoi. Et le jeudi soir, fin du pop-up, donc fin de la période de Noël. Donc là, ça y est, tu vois. Tu relâches. J'avais une semaine de vacances. Donc là, tu te dis, c'est bon, mon corps... Comme chaque année, je suis à fond jusqu'au 24 et le 24-25, j'ai un coup de barre. Donc là, le 24 au soir, j'arrive pour fêter Noël en famille, je commence à sentir un aft. Juste un petit aft. Je dis, ah, donc c'est quand même incroyable. Non, quand même. C'est rapide cette année. En décembre, j'ai senti que j'avais des problèmes à la gencive. Je sais pas, j'avais mal à la gencive, ça saignait. J'avais pas le temps non plus d'aller chez le dentiste. Donc je me suis dit, qu'est-ce que j'ai, c'est bizarre. Et du coup, aft. Et le lendemain, le 25, pareil, l'aft grossit. Donc là, je commence à plus pouvoir trop. Tu vois, j'ai du mal à manger et tout. L'aft grossit. Après, j'ai commencé à avoir des ganglions. Donc là, on est parti en vacances à la campagne. Et en fait, j'ai dormi. Je me suis dit, c'est mal, je suis fatiguée. Mais plus je dormais, donc on est parti le samedi. Dimanche, j'ai dormi. Lundi, j'ai dormi. Et en plus, je dormais. Plus mes ganglions montaient, plus j'avais la gratouille, plus j'avais mes bleus. Et je disais à mon mari, c'est bizarre quand même, j'ai beau me reposer, c'est de pire en pire, tu vois. Je comprenais pas. Et après, j'ai eu je ne pouvais plus dormir non plus la nuit. Donc là, j'ai écrit au docteur, peut-être le mardi,
mercredi, tu vois, c'était le 30 décembre. Et j'ai dit, là, il faut vraiment qu'on se voit. Je suis prête à rentrer plutôt de vacances parce que là, je sens que mon corps lâche, quoi. Quand même, j'ai senti. Ouais. Et du coup, finalement, elle ne pouvait pas me recevoir avant le jeudi 31. Ouais. Tu vois, je lui avais écrit le mardi. Bon, c'était le jeudi 31. Et ça a commencé à lâcher le 25 décembre. Tu vois, donc, ça a été assez rapide. Ouais, quand même. Donc là, je ne pouvais plus trop manger ni rien. Donc, 31, je vais la voir. Et là, elle m'a dit, oula. Elle m'a dit, là, votre corps lâche complètement. Il faut faire des analyses, machin. Mais le lendemain, c'était le 1er janvier. Donc, férié. Donc, j'y vais le 2 janvier. Et encore, c'est mon mari qui m'a traînée parce que je ne pouvais plus parler. J'ai fait une vidéo au docteur pour lui dire je comprends pas, je vais aller comme rien. Ils m'ont mieux parler. Tu vois, j'étais vraiment... j'avais des ganglions tellement forts. Et les ganglions, tu sais, quand tu as une angine, moi, ça m'arrive souvent d'avoir une angine. Tu sais, tu bois du thé, du Strepsil. Là, je ne pouvais même plus boire de thé, tu vois. Le chaud me brûlait. Enfin, j'étais en très mauvais état. Donc, je passais ma journée entre mon canapé, mon lit. Et heureusement, en fait, quand on est rentré de vacances, j'ai laissé mes enfants devaient finir les vacances. On devait faire le réveillon, mon mari et moi, tranquille. Et les enfants finissaient chez mes beaux-parents. Donc, on était tranquille, tu vois, pour me relaxer, tout ça. Et donc, je suis allée le samedi matin, le 2 janvier, faire mes analyses. Donc là, il fallait 4-5 jours pour avoir les résultats parce que c'était des grosses analyses. Ouais. Mais le samedi, j'ai quand même appelé le docteur parce que moi, j'étais toujours avec mes médicaments, là. Et il m'a donné une Doliprane. J'ai dit, mais votre Doliprane, non, il fait rien. Je prends du Doliprane, c'est de pire en pire. Ouais. Et en fait, à 17h, il m'a dit, je vous rappelle. Il était sur sa route des vacances, le 8 janvier, il rentrait. Et en fait, il m'a appelé pour me dire... je lui ai dit que j'avais de la fièvre. Je commençais à avoir de la fièvre. Et là, en fait, le biologiste l'avait appelé. Donc, je pense que j'étais en mauvais état. C'était quand même grave. Et donc, le mec m'a dit, non, mais là, faut filer aux urgences, genre, now. Ouais. Et donc, à 17h ou 18h, je sais pas, on est parti avec mon mari. Et là, j'ai senti que... Je lui ai dit, prends-moi une culotte. Tu sais, je n'étais pas en état, moi. Je lui ai dit, prends-moi des petites affaires. Je lui ai dit, parce que je sens qu'on ne va pas rentrer ce soir, tu vois. Et donc, on prend un taxi. Hop, j'arrive aux urgences. Je me suis dit, oh là là, le temps qu'il me fasse passer. Tu sais, je ne pouvais pas marcher. J'étais en HS, quoi. J'avais 2 tensions. Je crois que je suis arrivée... En fait, j'avais 70 000 de globules blancs. Et en fait, à 100 000... t'es plus là, quoi. Tu vois, j'étais vraiment au bout, quoi. Ouais, t'aurais pas pu, en vrai, je rentre pas, tu vois, moi, j'ai l'impression que 3-4 jours après, j'étais plus là. Je faisais mon cœur, il lâchait, quoi. Enfin, c'était vraiment... J'étais au bout, quoi. Donc, je suis arrivée, ils m'ont vue tellement blanche, verte, ce que tu veux, que du coup, ils m'ont pris direct. Donc là, ils m'ont pas parlé tout de suite de leucémie. Mais ils m'ont dit, vous avez un problème dans le sang, et on sait pas trop ce que c'est. Tu sais, et puis, aux urgences, c'est un externe ou un interne de autre chose, tu vois. Puis en plus, pendant les fêtes, donc encore, t'as moins de titulaires encore, et puis, tu vois. Ils veulent pas te dire non plus, tu vois. Donc, ils m'ont dit, oui, attendez-vous à rester un petit peu quand même à l'hôpital, genre 10 jours, 15 jours. Déjà, ça me semblait le bout du monde. Finalement, je suis restée 6 mois. Finalement, 15 jours, c'était pas beaucoup. Finalement, 15 jours, ça aurait été parfait. Mais bon, tu vois, c'est vrai que ça m'a fait bizarre parce que le lundi, je devais démonter un pop-up au Galeries Lafayette. Donc là, moi, le monde s'est écroulé. Le vendredi, j'étais en train de me dire, je vais peut-être dire à ma sœur qu'elle compte pas sur moi lundi parce que je vois pas comment je vais travailler. Mais j'y croyais encore un peu, tu vois. Bon, et là, je me suis dit, j'ai tout de suite dit... j'ai compris que c'était cata. Mais dans ma tête, c'était quand même, oh là là, comment je vais faire pour la pelucherie et mes enfants. Et ce qui est marrant, c'est qu'assez vite, c'est devenu juste mes enfants. Tu vois, la pelucherie, je me suis dit, non, mais en fait, la pelucherie... c'est pas ça l'important, quoi. Elle peut vivre sans moi, la pelucherie. Elle peut vivre sans moi, et puis si elle vit pas, c'est triste, mais oui, il y a ma sœur, c'est vrai qu'on est 2, tu vois, mais voilà, je me suis dit... C'est pas l'essentiel. Ouais, c'est pas, voilà. Après, c'est vraiment mes enfants qui étaient hyper importants, quoi. Ouais. Donc, t'es hospitalisée à ce moment-là? Oui, donc ils m'ont gardée. Et j'ai eu de la chance que c'était en plein Covid, mais je pense qu'ils ont eu pitié de moi. Et donc, ils ont laissé mon mari... Déjà, ils ont laissé mon mari venir avec moi dans les urgences. Alors que normalement, c'est chouette, il aurait dû rester dehors. Non, mais je pense qu'ils ont dit, la pauvre, là, elle va... C'est peut-être ces derniers... Non, mais vraiment, un cancer et tout. Donc, ils ont laissé mon mari et on les a suppliés. Ils l'ont laissé dormir avec moi la première nuit. C'est chouette. Donc vraiment, ils ont été hyper gentils, tu vois. En plein Covid, c'était inespéré. Et donc, il a passé la première nuit avec moi. Donc là, on savait toujours rien. Et le lendemain... Mais quand même, je crois que mon mari, il savait. Alors lui, tu aurais vu sa tête. J'ai vu son regard, ce que j'ai raconté l'autre jour à ma sœur. J'ai vu son regard se décomposer. Si tu veux, le mec, il va m'entendre. Le monde s'est écroulé sur sa tête. Le monde s'est écroulé sur sa tête, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. On prend l'expression. Ouais. Et j'ai vu dans son regard quelque chose qui s'est perdu, quoi. Tu vois, genre une peur inexplicable. Parce quand même, elle disait pas... Moi, j'avais pas compris. En tout cas, peut-être j'étais out, mais elle m'a dit qu'elle nous a dit un peu cancer. C'est vrai qu'elle a dit un truc cancer du sang. Bon, ça fait peur quand même, tu vois.
je voyais pas trop, je comprenais pas. Mais j'ai eu très peur parce que, toi, mon mari, il avait un collègue qui a eu sa femme qui a eu un cancer Ah ouais. et qui est partie, tu vois, qui a laissé ses enfants. D'abord, tout l'amour que tu veux autour de toi, machin, bah, ils ont, toi, plein d'opérations et tout. C'était pas du tout le même cancer. Mais quand tu connais pas et que tu ne sais pas, on te dit que tu as un cancer. Le mot cancer fait extrêmement peur, quoi. Le mot cancer fait très peur. Voilà. Aujourd'hui, je te dirais, il me fait moins peur. Mais oui, mais parce que tu l'as vécu. Je l'ai vécu et que je m'en suis remise, tu vois. Et après, on ne sait jamais, tu vois. Malheureusement, t'es jamais complètement guéri, tu vois, ils te disent. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que sur le coup, ça fait très peur. Mais en fait, moi, quand même, je crois que c'est peut-être aussi parce que j'ai vu mon mari ou que j'étais avec j'avais mes enfants dans ma tête. J'ai quand même tout de suite dit à mon mari, on va se battre, on va y arriver, tu vois. En fait, j'ai tout de suite... T'es mis en mode combattante, quoi. Moi, je sais pas, je me suis dit, je peux pas mourir. Tu vois, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. En fait, ça me semblait lunaire. Tu sais, genre... Bah surtout qu'une semaine avant, t'étais dans ta vie, voilà, c'est ça. Là, j'étais en vacances, machin, et on te dit, toi, j'étais à fond dans ma boîte et tout. Et là, on te dit, t'as un cancer. Tu fais, non. En fait, je me suis dit, on va se battre et on va y arriver, parce qu'il y a quand même des gens qui survivent à un cancer, tu vois. Bah oui. Donc, je me suis dit, c'est pas possible. J'ai pas cru, quoi. J'ai pas cru, mais j'ai senti que c'était grave. Parce que tu vois, par exemple, dans le taxi, moi qui suis quand même, depuis que j'ai grandi, je laissais toujours à distance, tu vois, comme je t'avais dit, pour ma fille, ma famille. On est une famille assez tous proches. Mais quand même, j'ai toujours, moi, ma famille, il y a mon cercle réduit avec mon mari, mes enfants. Et après, il y a autour. Mais je suis pas du genre à trop raconter mes histoires, ma vie, mes trucs. Peut-être beaucoup plus maintenant, en fait, avec ce que j'ai vécu. Et du coup, en fait, mais dès que j'étais dans le taxi, c'est marrant, j'ai eu ce besoin d'écrire on a un groupe familial et j'aurais écrit à tous en disant on part à l'hôpital, je pense que c'est grave, tu vois, et j'ai eu besoin qu'il soit là, qu'il soit présent, alors que dans la vraie vie il y a un petit truc, si j'avais pas senti que c'était grave, je leur aurais pas dit, tu vois. Tu leur aurais dit après, tu vois, genre j'aurais dit après, ou tu vois, ouais, j'aurais dit c'est pas j'ai grave. fait un stage aux urgences. Voilà. Ouais, j'aurais fait ma vie, tu vois, moi j'aime bien faire mes trucs, mais là j'ai senti que j'aurais besoin d'un bataillon à côté de moi, tu vois, pour me soutenir, quoi. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée, quoi. Bah ouais. Parce qu'à ce moment-là, en plus, tes enfants sont pas là. Heureusement. Mes enfants sont pas là. Mon mari est parti les récupérer le dimanche. Et donc, ils rentrent à la maison. Ils n'ont plus de mère. Donc, mon mari... Et on savait pas quoi leur dire. Oui, parce que t'avais pas encore... On savait pas trop, tu vois. Donc, et puis, on savait pas quel mot utiliser. Donc, je crois que mon mari leur a dit maman est malade, elle a dû partir à l'hôpital, elle va revenir bientôt. Tu vois, il est resté assez évasif, ouais. C'est passé, écoute. Bah, de toute façon, en même temps, s'il n'avait pas plus d'infos, il ne pouvait pas en donner plus non plus. Non, il ne pouvait pas leur dire plus non plus. Voilà. Non, mais donc il n'a pas été trop... On a gardé tout... On était très calmes, lui et moi, tu sais. On est de nature assez... Tranquille, quoi. Ouais, je crois qu'avec le recul, je me dis oui, je crois que si je réfléchis, tu vois, j'ai pas commencé à la regarder sur Internet, combien de gens allaient mourir, ce qu'il fallait faire. Tu vois, j'ai dit, OK, il y a des docteurs. Tu vois, le lendemain, il y a un docteur, il est venu me parler, il m'a expliqué. Bon, dès qu'il me sortait le mot cancer et chimiothérapie, je fondais en larmes. C'était... c'était des mots... Bah non, ça va, tu vois, c'est des mots d'une violence pour moi. Bah, je sais pas si tu peux imaginer, mais c'est très violent. Parce que tu mets, toi, les cheveux, les machins, tu imagines tout. Tu t'imagines jamais que tu vas dire que j'ai un cancer, tu vois, ça fait peur, ça fait... même si j'étais dans une optique, je vais guérir, et bah quand même, ça te fait peur. On a toujours l'impression que ça arrive qu'aux autres, en fait. Ah bah oui, voilà, jamais tu te dis, comment ça peut m'arriver à moi ? À moi. Mais c'est ça. Il y a des millions de personnes sur Terre. Pourquoi moi ? Ouais, non, mais c'est vrai. Finalement, on en entend parler. Tu tu disais tout à l'heure la femme de ton collègue. Voilà, mais c'est pas toi. Pas toi, quoi. Non, pas toi. Donc pas c'est ton dur. Entourage. Ouais, mais même mon entourage. En fait, je crois que ça a choqué tout le monde. Enfin, bon, encore plus ma famille et tout, mais c'est vrai que tout le monde était. C'est vraiment choquant, un cancer. J'ai bien vu. Ça fait peur à tout le monde, quoi. Bah oui. Parce que on peut mourir d'un cancer, en fait. On peut mourir d'un cancer, ouais. Alors, la chance que j'ai eue, c'est que c'est pas un cancer... ça, j'ai de la chance sur le cancer que j'ai eu, je crois. Parce que c'est pas un cancer, tu sais, parfois, tu te dis, il y a des métastases, il n'a pas été pris à temps. Et moi, vu que je l'ai traîné pendant des mois, je pense que j'aurais été bien métastasée, tu vois. Ouais. Mais en fait, la leucémie, c'est pas un cancer qui métastase. Donc, c'est-à-dire que tu le prennes au tout début ou que tu le prennes au dernier moment... C'est le même cancer, c'est la même guérison, c'est le même traitement, c'est tout. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'en ai compris. Donc ça, c'est quand même une chance. Parce que sinon, c'est sûr que j'aurais regretté de ne pas m'être écoutée plus, tu vois. Parce que là, ça n'aurait rien changé, en fait. Mon corps a bugué. Donc même si j'étais allée chez le docteur plus tôt,
tout ce qui me serait arrivé, c'est d'aller à l'hôpital plus tôt. Ouais. Tu vois. Mais au final, moi, j'étais contente. J'ai fini ma saison de Noël. Sinon, j'aurais laissé la boîte en plein Noël. Tu vois, vaut mieux être malade en janvier. Oui. Non, mais tu vois, non, mais je comprends. En vrai, voilà. c'était bien comme ça. Tu vois, voilà, j'ai pu Puis de faire toute toute façon, ma saison de Noël. Ouais, c'est ça. Et il y a une raison pour laquelle tu n'y es pas allée avant. C'est justement parce qu'il y avait cette saison de Noël. Et puis au final, pour une fille comme moi, eh ben, je préférais y aller du jour au lendemain. Tu vois, comme disait, bon, tu vas à l'hôpital d'urgence et être arrivé à quatre pattes, quoi. Ouais. Que de me dire, oui, alors vous avez une leucémie. Donc déjà, tu as le coup, tu as le choc. On va vous trouver une place à l'hôpital. Dans 1 mois, vous rentrez. Il faut préparer les enfants. Ouais. Tout le monde a peur. Tout le monde stresse. Tu passes là, 1 mois à c'est, stresser. tout de suite. Là, au moins, j'ai pas stressé. Là, tu vois, il m'a dit, bon, allez, hop, allez-y, quoi. Le diagnostic, il a été posé au bout de combien de temps? Quelques jours? Ah non, le soir, je te dis. Ouais, ça a été fait tout de suite. Ils ont dit, vous avez un problème dans le sang, peut-être un cancer du sang. Ouais, ok. Peut-être qu'elle a dit peut-être, voilà. C'est pour ça que moi, je me suis dit non. Oui, à partir du moment où tu dis, sinon elle aurait dit c'est sûr. Peut-être, j'ai dit, peut-être, ça doit pas être ça va alors. Si c'est que peut-être. Si c'est que peut-être, il y a encore des chances que ça va. En fait, je suis quelqu'un de très positif, tu vois. Donc moi, je vois toujours le bien. Et le lendemain, par contre, là c'est l'externe, l'interne, enfin, je sais pas, le docteur qui est venu. Bon, là, il avait l'air sûr de son coup quand même. Ouais, il y a plus mais il ne savait peut-être. pas quelle leucémie j'avais. Donc, en fait, il y a plein de leucémies. En fonction, ce n'est pas le même traitement. Ça peut être une leucémie plus ou moins méchante. Voilà. Donc, il a dit, là, par contre, bon, comme c'est les fêtes, machin, c'est férié, va falloir attendre quelques jours qu'on puisse faire les... C'était dimanche. Mais je cumulais tout, Ouais. vacances, dimanche. Donc, il va falloir attendre un petit peu pour avoir les résultats. Donc, mais bon, là, je savais que c'était... Ouais, t'avais le mot... J'avais le mot. Alors, je te dis, dès que je lui parlais, c'était d'une violence rare dans mon émotion. Tu vois, ça me... Je sais pas, j'avais l'impression de dire un gros mot, enfin, tu vois, un mot qui devait pas sortir de ma bouche, quoi. Il me l'a dit, le mec, il m'a dit, c'est vraiment dur pour vous de dire ces mots et tout. Oh oui. J'étais en pleurs, c'était dur. J'étais pas en pleurs tout le temps, quoi, mais quand j'en parlais, j'étais en pleurs. Donc là, ils m'ont hospitalisée, et là, c'est le deuxième effet qui se coule, et là, j'y ai pas cru un instant. Donc, ils te font rentrer dans... Donc là, tu dois être en unité, en chambre stérile. Donc, c'est une chambre où Donc là, ils t'expliquent, vous êtes très fragile, avec les chimios, machin. Donc, on doit vous mettre en chambre stérile. Vous pouvez pas sortir, même pas rien. Personne peut venir... Il y a une personne qui peut venir vous voir. C'est pas une chimio, parce qu'il y a des cancers où tu peux faire ta chimio, puis tu rentres chez toi le soir, tu vois, voilà. C'est pas ça. C'est une chimio, en fait, continue, tu vois. C'est pas 2 heures et tu rentres chez toi. Et comme en plus, c'est une chimio qui te tue toutes tes cellules, les globules blancs, les globules rouges, les plaquettes, et ça te tue tout pour justement nettoyer, parce qu'en fait, c'est dans ton sang qu'il y a le cancer, donc tu dois tuer tous tes globules, quoi, pour que ton corps en recrée. Donc du coup, tu es très affaibli, et surtout, tu es très fragile, tu peux choper... les globules blancs, je crois que c'est ce qui te protège. Des maladies. Ouais, je suis pas très forte, tu vois, malgré mon passage à l'hôpital. Puis en plein Covid, c'était quand même hyper risqué. On était en plein Covid, mais c'est surtout, même sans Covid, ça s'appelle... Ouais, tu vois, j'ai même oublié. En aplasie. J'ai même oublié le terme, je me dis quand même. Donc, ils te mettent en aplasie et du coup, t'as plus rien, plus de défense. Okay. Donc, du coup, tu peux pas sortir. Et en fait, tu es dans une chambre avec une espèce de flux, un souffle permanent au-dessus de ta tête pour mettre à terre les bactéries, tu vois. Parce que les gens peuvent pas te toucher pendant 6 mois. Bon, ça c'est une aparté, mais quand je suis sortie, au bout de 6 mois, quand je suis sortie, quand mon mari ou quelqu'un me touchait comme ça, je te jure, ça me faisait bizarre. J'étais contente, j'étais là, touchez-moi. Personne te touche pendant 6 mois, quoi. C'est quand même bizarre. C'est énorme. C'est beaucoup. Après, j'avais des petits trous. Je sortais... J'ai fait 3 grosses périodes à l'hôpital et après, je rentrais chez moi quand même. Je rentrais 15 jours et puis 3 semaines. Enfin, tu vois, donc j'avais des petites sorties. Mais quand même, le gros, on ne se touchait pas, quoi. Et donc là, ils te disent, on va vous mettre en chambre stérile. Bon, voilà, ils t'amènent. Et là, elle te fait prendre une douche. Parce que dans ta chambre, tu n'as pas de douche. Et donc là, il t'explique que comme tu es en aplasie, tu ne pourras pas te doucher. Et donc là, l'infirmière, elle t'amène à la douche, elle te dit, lavez-vous bien, parce que là, vous ne pourrez plus vous laver pendant des semaines. Et donc, j'avais des cheveux très longs, moi. Elle me dit, lavez-vous les cheveux. Et moi, tu sais, laver les cheveux, il me faut mon shampoing, mon après-shampoing, mon brushing. Tu ne peux pas me laver les cheveux comme ça, quoi. Je lui dis, non, je ne vais pas me laver les cheveux. Elle m'a dit, vous devriez vous les laver parce que pendant 5-6 semaines, vous ne pourrez pas vous les laver. Là, je l'ai regardé. Je dis, comment ça? Mais moi, tu sais, je ne crois jamais rien. Je dis, non, j'ai dit, non, mais vous allez voir, je pourrais me laver. Moi, je crois toujours que je vais avoir un truc spécial, quoi. Elle m'a dit, non, je vous assure, vous ne pourrez pas. Alors, je crois que je les ai lavés quand même. Je l'ai écouté. J'ai bien fait parce qu'après... Donc, je les ai lavés. Et effectivement, après, tu ne peux pas te laver pendant... Tu ne sors pas de ta chambre, en fait. Donc, dans ta chambre, tu as un lavabo, des toilettes. Ouais, quand même.
Ouais, quand même, mais donc les gens rentrent dans ta chambre, t'es aux toilettes. T'es aux toilettes, Très ouais. sympa. Donc, t'as le lit, le lavabo, les toilettes, et tu fais tout en 10 mètres carrés, quoi. Donc, c'est un peu tout ça qui est violent, quoi. En fait, dans l'annonce, t'as aussi le fait que tu rentres dans ta chambre stérile et que tu ça peux fait pas un te peu laver. prison, quoi, finalement. Ouais, et d'ailleurs, l'infirmière, elle m'a dit à chaque fois que je dois l'annoncer aux gens qui arrivent comme ça, elle m'a dit j'ai une boule au ventre de l'annoncer. Et je comprends. En fait, c'est très violent. Enfin, c'est débile de dire ça, mais c'est très. Non, c'est pas débile. En fait, on peut pas s'y attendre, quoi. Bah, ben non. Non, tu peux même pas imaginer ce que c'est. Alors, les premières douches, une fois que tu ne t'es pas lavé pendant 6 semaines, quand j'entrais chez moi, mais je sais pas, une demi-heure, je m'asseyais sous la douche, l'eau, et ça me faisait pleurer d'émotion, tu sais, tellement. Tu sais, t'as toute cette eau qui te coule dessus. En fait, ça te fait vraiment sortir des émotions que tu n'aurais pas d'habitude, quoi. T'as pu dire au revoir à tes enfants avant de rentrer dans cette chambre stérile? Ah bah non, parce que je leur disais, je savais pas. Du coup, je suis partie dans la chambre stérile, j'aurais pas parlé pendant 1 semaine. Bah non, j'aurais pas parlé parce que je savais pas quoi leur dire. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y avait un accompagnement psychologique, là, une psychologue qui est venue. Et ça, c'est super parce que je lui ai demandé de m'aider à trouver les mots pour mes enfants. Et du coup, j'aurais fait une vidéo. Et c'était bien parce que j'aurais fait une vidéo que j'ai envoyée à mon mari. Parce que je pense que si j'avais, moi, eu à leur parler en FaceTime, j'aurais pleuré, tu vois. Alors que là, je me suis concentrée. Et franchement, je crois que j'ai trouvé les bons... Enfin, elle m'a aidée à trouver les bons mots. Tu vois, elle m'a dit, vous leur dites que vous êtes à l'hôpital, que c'est une maladie quand même assez importante. Et parce qu'elle m'a dit, ils vont se demander pourquoi parfois on est malade et on est à la maison. Et donc, il faut leur expliquer que c'est une maladie qui se traite uniquement à l'hôpital, parce que c'est des médicaments qui ne se trouvent pas, qu'on ne peut pas acheter. Donc, c'est vraiment les docteurs qui prennent soin de moi, qui s'occupent de moi et que je vais bientôt sortir et tout ça. Et en fait, c'est vrai que je pense que c'était rassurant pour... Enfin, en tout cas, ça s'est bien passé. Donc, je sais pas. Mais même moi, je me sentais bien de leur dire ça. Et sans la psy, j'aurais pas trouvé ces mots-là, tu vois. Bah, c'est déjà une information que tu dois digérer toi. Bah oui, c'est ça. Donc, à la faire digérer après à tes enfants, c'est compliqué, quoi. Ouais. Oui, ils n'ont pas pu venir une seule fois à l'hôpital, quoi. C'était pas plus mal, peut-être. Tu vois. Moi, je me dis, voir sa mère... Je sais pas. Enfin, de toute façon, t'avais pas le choix. T'avais pas la question à te poser. En même temps, je me disais, s'il venait, ma petite de 4 ans, elle aurait hurlé à chaque fois qu'elle partait. Bah, c'est ça qui est difficile. Ça m'aurait brisé le cœur encore plus. Là, au moins, ils avaient leur vie. Tu vois, ils n'ont pas subi la vie de l'hôpital, quoi. Juste pour la dernière hospitalisation, tu sais, je me suis fait à la fin, c'est une greffe. Donc, j'ai changé d'hôpital. Et là, ils avaient pour habitude de faire visiter l'hôpital aux enfants. Bah, j'ai hésité, mais je l'ai fait en me disant, peut-être c'est bien. Bah, pour ma petite, c'était assez violent quand même. Ah ouais, elle se rendait pas compte que de l'endroit dans lequel du coup, elle s'est plus rendue compte. Oui, Quand je suis partie, elle s'est beaucoup plus rendue compte de où je partais, quoi. En fait, c'est marrant, les enfants, parce que pendant toute ma maladie, quand je suis rentrée la première fois, j'avais plus de cheveux. C'était très violent pour eux. Ils me mettaient la capuche. Oh, ça, c'était très, très change dur pour tout, eux, surtout pour mon deuxième, le garçon. C'est très dur. Mais sinon, franchement, ils avaient l'air de vivre leur vie. Mon mari, il a fait en sorte que tout leur équilibre, il y avait la nounou, enfin tu vois, il y avait mes parents, mes beaux-parents, tout le monde était très présent, même les tantes, les oncles, enfin mes frères, mes sœurs, tout était très présent. Ils avaient l'air de pas vraiment se rendre compte, mais en fait ils se sont rendus compte, tu vois, mais ça se voyait pas trop. C'est que pendant l'épreuve, ouais, tout le monde est un peu... T'as pas le choix, enfin c'est comme toi, tu vois, quand tu combats ta maladie, t'as pas le choix, t'y vas, tu vois. Et le contre-coup vient peut-être après. Ouais, bah mon fils, ça a été dur sur un peu... Parce que c'était long, en fait, 6 mois. C'est long. En fait, voilà, une fois, ça va. Mais je reviens, bam, je repars à l'hôpital une deuxième fois. Et en fait, la troisième fois, ma fille, elle avait intégré, la petite, la dernière, elle avait intégré que si je partais, c'était longtemps, qu'elle allait pas me voir longtemps et tout ça. Ouais. Donc, c'est vrai que le dernier départ, elle m'a brisé le cœur. Elle m'a dit... Je veux que tu partes, maman. Tu vois, et là, c'était dur. J'ai retenu pour pas pleurer. Je lui dis, mon mari, je suis bien vite, on s'en va parce que j'ai vite tourné les talons parce que j'ai envie de pleurer, quoi. Bah, c'est dur, quoi. En plus, je suis très sensible. Ça n'arrange rien. Et du coup, c'était dur. Et mon fils, c'était très dur. C'était pour lui que c'était le plus dur, mais toute la maladie. Tu vois, les FaceTime, il aimait pas trop. Il restait un peu en retrait. Et en fait, la relation entre lui et moi était devenue vraiment un peu dure. Mais je pense que c'est parce qu'il me reconnaissait pas. Après, on a beaucoup discuté, tu vois. Et en fait, il a vu une photo de moi avec mes cheveux longs. Il m'a dit, mais en fait, ça, c'est ma maman. Et en fait, il me dit, toi, t'es pas maman. Tu vois, en fait, j'étais plus sa mère. Physiquement, parce que comme il me reconnaissait pas, j'étais plus sa mère. Ouais, mais en même temps, tu vois, c'est à cet âge-là, ça m'a fait du bien de comprendre. J'ai mis du temps. J'ai fait plusieurs discussions avec lui. J'ai essayé plusieurs axes pour essayer de comprendre et tout. Et une fois, je te dis, quand je suis arrivée à qu'il me dise ça, j'ai dit, ah bah oui, en fait, je comprends. C'est vrai que t'as pas la même tête. Et mes filles, tu vois, elles n'ont pas...
Et c'était moins attaché au physique, quoi. Tu faisais des FaceTime très régulièrement quand même? Oui, Après cette vidéo, tu as réussi, je veux dire, à plus faire de FaceTime et à rentrer en communication. C'est juste que je savais pas quoi dire, mais après, tous les jours ou tous les 2 jours. Et on avait même trouvé avec mon mari, il m'envoyait les livres que ma fille aime bien en photo. Et du coup, elle avait le livre à la maison et moi, je lui lisais l'histoire de l'hôpital. C'est chouette. Donc ça, c'était sympa. Ça faisait des moments sympas comme ça. Déjà, moi, ça me... je partageais un peu leur quotidien, tu vois. Ou le matin, quand ils s'habillaient, tu vois. Mon mari il faisait un FaceTime, du coup, il me prenait dans la salle de bain. Ou... Tu vois, ils étaient bien, quoi. Ils vivaient leur vie. On pleurait pas au téléphone. Franchement, pour eux, j'étais à l'hôpital. J'étais assez... Quand même, je suis assez fière d'eux, tu vois. Enfin, on a bien vécu le truc, tu vois. C'est comme ça, pendant un temps, maman se fait guérir. Et ton mari dans tout ça? Il a du jour au lendemain pris... Non, mais c'est vrai, du jour au lendemain, tout seul, à tout gérer. Alors, j'ai mon meilleur ami qui est venu prêter main forte, qui a aidé pour la pelucherie et mon mari à la maison. Génial. Donc, tu vois, il est devenu Alexandra. Il est devenu vit ma vie, quoi. Il n'en pouvait plus. Franchement, au bout de 6 mois, il a dit c'est bon, je rends mon tablier. C'est bon, là, t'es sorti de l'hôpital, je repars chez moi. Il a dit c'est mère de 3 enfants, une boîte à gérer, merci bien, quoi. Je dis voilà, mais quelle chance to my life. Ouais, c'est ça, mais quelle chance finalement qu'il ait pu être là. Ouais, c'est génial. Tu te dis c'est vraiment un ami. Il a dit, dès qu'il l'a su, il a dit qu'est-ce que je peux faire, je viens. Bon, il s'entendait très bien avec mon mari aussi, donc c'est une chance. Mais bon, quand même, mon mari quand même, géré. On avait vraiment, les grands-mères ont été hyper présentes, les grands-parents, les week-ends, il y avait les tantes qui les prenaient à dormir pour essayer de les égayer, tu vois. Puis ça soulageait mon mari, parce que gérer les 3 enfants tout le week-end et tout, c'était un peu beaucoup. Et puis mon mari venait me voir à l'hôpital quand même, aussi. assez souvent. Donc du coup, souvent, il y a ma mère ou ma belle-mère qui allait gérer les enfants le soir et tout ça. Mais j'ai eu de la chance, j'ai eu des visites tous les jours, tu sais, quand j'y pense, je me dis... Mais j'étais organisée, tu vois, soit la famille, les copains, et tous les jours... J'avais quelqu'un qui venait me voir. Quand j'y pense, je me dis quand même, c'est beau, quoi. Ouais, c'est ça. Après, c'est chouette quand tu as justement déjà de base ta famille qui vit dans la même ville que toi et tout ça, qui permet ce genre de choses. C'est quand même chouette, tu vois. Ah oui, je me dis... Quand même, j'ai pensé à 2 choses. J'ai dit, heureusement que c'était moi qui étais malade, parce que je pense que vivre la maladie d'un enfant... je pense à toutes les mamans, j'en vois, tu vois, quand même... c'est très dur, tu vois, quand c'est ton enfant qui est malade. Tu vois, là, je me suis dit, heureusement que c'est moi, quoi. Au moins, c'est moi qui gère mon truc. Et je me suis dit, effectivement, heureusement que tout le monde est à Paris, qu'on est à Paris. Parce que sinon, comment tu fais, tu vois Non, voilà. Tu peux pas te déplacer pendant 6 mois, tu vois, ou très peu. C'est quand même donc là, compliqué. On avait beaucoup de chance. Non, mais donc, mon mari, il a été top. Après, je cache pas qu'il a eu un coup dur une fois que tout ça s'était passé. Ouais, c'est ce que j'allais... Je suis rentrée. Ouais, c'est ça. C'est là qu'il a eu le coup dur, quoi. C'est la question, justement, c'est là où je voulais arriver. Parce que, bon, la maladie, l'hôpital, tu vois, c'est une chose, mais ça reste un quotidien. Mais après, comment tu fais pour toi, déjà, réintégrer ta vie? Tu sors de l'hôpital, tu viens de vivre quand même un truc auquel tu t'y attendais pas. Quand tu sors de l'hôpital, j'imagine que ta vie, c'est plus du tout la même. Déjà, physiquement, t'es plus la même. Comment tu te sens, toi, quand tu sors de l'hôpital et quand on te dit pas t'es guéri, mais on te dit, là, c'est fini. Comment tu te sens? Déjà, tu pleures un bon coup, tu sais, t'as une bonne émotion, tu fais oula. C'est vraiment une grosse émotion quand on te dit ça y est, là, ta chimio a marché. Il y en a eu 3, donc tu vois, 3 fois, ils m'ont dit ça. Et quand tu rentres, quand je suis rentrée, j'étais vraiment lessivée. Tu vois. D'abord, j'étais très angoissée, j'étais pas bien, je dormais pas la nuit. Ça m'a fait ça à chaque fois que je suis rentrée de l'hôpital. Mais en fait, moi, j'étais très accompagnée. Je me suis fait accompagner, tu vois. J'ai fait hypnose, magnétiseur, acupuncteur, art-thérapie, sophrologie, hypnose, j'ai dit, j'ai dit, tu t'as fait vraiment... J'ai tout donné. Je me suis dit, OK, il y a la médecine, c'est bien, tu vois, et c'est eux qui m'ont sauvée, je ne remets pas en cause. Mais je me suis dit, il faut que le reste... Déjà, je me suis rendu compte quand même, les médicaments, ça te bousille le corps. Donc, je me suis dit, il faut remettre un peu... faut nettoyer un peu tout ça, mettre de l'équilibre. Il faut m'aider à garder de l'énergie. L'hypnose, c'est pour justement la tête. Je voulais que mes épreuves... Pour moi, aller à l'hôpital, c'était une épreuve à chaque fois. Donc aussi, je me suis fait accompagner parce que je voulais être forte pour gérer le truc, tu vois, pour pas être mal et tout ça. En fait, j'ai vraiment fait ma bataille, tu vois. J'ai mené ma bataille. En sortant, c'était très dur, mais j'étais vraiment motivée, tu vois, à reprendre une vie normale. Même si les gens me disaient, oui, prends ton temps, sois pas pressée. C'est hyper dur. Je pouvais pas marcher, tu sais, tu restes 6 semaines dans un lit ou 5 semaines dans un lit. Je faisais du vélo tous les jours là-bas pour me garder un peu de force physique, quoi. Et je pouvais pas marcher. Donc, tous les jours, je me forçais 2 fois par jour à aller au bout de ma rue et revenir.
Mais sans rien, tu vois. Mon mari me disait, mais ça va pas. Je dis, attends, je vais faire le tour du pâté de masse. Mais écoute, je crois que c'est ça qui m'a fait me remettre. C'est comme une rééducation, quoi. C'est comme une rééducation. Et c'est ça qui m'a fait me rendre compte à quel point ton corps, c'est ton ami. Et tu as besoin de... C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais attention à ce que je mange. Je fais du sport, je monte les escaliers à pied parce que je me dis, en fait, en vieillissant, ton corps, quand il commence à te lâcher, t'es mal, tu vois. Et je pense que c'est aussi, j'ai survécu au truc, c'est aussi parce que j'étais en bonne santé physique. J'étais pas au top, mais quand même, ça va. Et du coup, oui, c'était très dur. Déjà, j'ai l'angoisse. T'es angoissée, tu sais pas, tu te poses des questions, le travail, pas le travail, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux pas faire. C'est hyper difficile. Mais bon, j'ai laissé le temps quand même. Je savais que je voulais pas rebosser tout de suite, tout ça. Mais je savais pas trop comment, à quel moment. C'était pas facile. Ouais. Tu t'es sentie déconnectée un petit peu du monde Enfin, est-ce que tu as eu l'impression de ne pas reconnaître ta vie quand tu es retournée à ta vie ou alors c'est revenu assez vite quand même? Non, c'est revenu assez vite quand même. Hein. Ma maison, tout ça, le bazar que j'avais laissé, il était encore là, tu vois, donc je l'ai bien reconnu. Ouais. Non, ça va. En fait, ce qui me donnait une énorme émotion, c'est quand je couchais mes enfants, genre les histoires. Tu sais, les premières fois, genre je me couchais à côté d'eux, je restais 10 minutes chacun près de leur lit et j'avais envie de pleurer. Je me disais, mais oui, c'est ça ta place. C'était vraiment une émotion grande, quoi. Ouais. Je me disais, oh, mes enfants. Enfin, tu vois, genre j'aurais pu. Je sais pas, il y a plein d'images qui te reviennent dans la tête et tu te dis, mais par quoi je suis passée, quoi. Ça me le fait encore. Hein. Ouais. Mais beaucoup moins. Parce que là, ça va faire 1 an. Et je pense que le cap des 1 an a fait que. Tu vois, j'ai passé la date fatidique où j'étais partie à l'hôpital. J'ai passé des caps qui font que là, je suis beaucoup plus sereine et moins sur l'émotion de mon aventure. Ouais. Tu as vu, j'ai mon aventure. Ton aventure. Elle est partie en voyage, en fait, pendant 6 mois. En sac à dos, à l'hôpital. C'était sympa. Ouais. Non, mais c'est une aventure dans le sens quand même où ça m'a changé. En fait, je dis pas que je suis contente d'avoir eu mon cancer, mais je pense qu'il m'a été... J'essaie de me dire que ça m'a apporté quelque chose, pas une leçon, mais que ça m'a fait changer quand même des choses dans ma vie. Ça m'a beaucoup fait... Enfin, je suis encore très fatiguée, tu vois. C'est sûr que ça m'a mis un coup sur la tête, quoi. Mais ça me fait voir les choses différemment. Plus, par exemple, même pour mon travail, tu vois. Je me dis, il faut prioriser, faire ce que... Comme j'ai moins d'énergie, bah, il faut que je fasse ce qui va me... faire que la boîte va avancer, que je pourrais plus facilement déléguer, avoir moins, tu vois, plus embaucher plus vite. En fait, je me dis, il faut plus vite grandir. Alors qu'avant, je me disais, mais c'est pas grave, j'ai le temps. Je travaille, de toute façon, j'ai de l'énergie, je peux bosser et tout. Et en fait, voilà, là, ça m'a un peu changé, quoi. Ouais. Est-ce que tu penses que tu dirais que tu es une maman différente après le cancer? Ça a changé quelque chose dans ta maternité? Ouais, ça m'a beaucoup changé parce que je me suis dit, mes enfants, il faut que je les rende hyper adaptables. Et faut qu'ils arrêtent de me saouler pour, je sais pas moi, une courgette qui est pas cuite ou un truc qui est tombé ou un truc qui est cassé. Des détails, tu quoi. vois. Je me suis dit, il faut qu'ils soient hyper bien éduqués, mais dans le sens, faut qu'ils comprennent le sens de la vraie vie, quoi. Et que tu chouines pas parce que... tu vois, j'ai pas d'exemple là, mais tu chouines pas pour n'importe quoi. Donc parce que t'as pas eu le vert, t'as eu le vert jaune et pas le bleu, tu vois. Voilà. Typiquement les trucs, mais c'est des trucs que tous les enfants font, tu sais. Mais je suis moins patiente. Mais là, ça commence à aller mieux, mais j'ai été très dure à un moment en me disant, en fait, faut pas les surgâter, quoi, parce que en fait, la vie t'apporte des trucs tellement durs. Moi, aujourd'hui, je me dis, mais heureusement que je me suis adaptée, tu vois. Heureusement que je me suis pas dit, oh là là, mais je suis moche sans maquillage, donc j'étais pas maquillée. Heureusement que je me suis pas arrêtée à mes cheveux qui étaient plus là. Heureusement que je me suis... Tu vois, il y a des choses, je me dis, mais ouais, il faut vraiment ne pas s'arrêter à des choses idiotes. Futiles, ouais. Futiles, voilà. Donc ça m'a fait quand même changer des choses. Il n'y a plus de place pour la futilité dans ta vie? Bon, quand même Un pas. peu quand même. Non, en plus, c'est rigolo parce que là, je recommence à vouloir... m'habiller joliment et tout, tu vois. Donc, ça fait chill un peu, mais ça me fait plaisir. Mais non, tu vois, je les ai gâtés à Noël. En fait, d'ailleurs, c'est le Noël où je les ai le plus gâtés. Tu vois, j'avais envie de leur faire plaisir. En fait, j'ai mis mes critères ailleurs, tu vois. Avant, j'aurais dit non, mais c'est pas raisonnable de leur acheter tout ça de cadeaux. Ça fait du bazar. Mais là, j'avais juste envie qu'ils aient les yeux pleins d'étoiles, tu vois, qu'ils soient comme des fous. En fait, j'aime bien les trucs où, tu vois, on a fait des week-ends, par exemple, en famille. Je me dis, il faut des moments forts comme ça où on crée des souvenirs. En fait, je suis beaucoup aussi dans la... Voilà, je dis pas, il faut que je crée des souvenirs, mais je me dis, il faut qu'on crée des moments où on est soudés, où il faut que ce soit une famille soudée. Je me le disais déjà. Mais avant, par exemple, un voyage, je me serais dit, ah non, peut-être je me serais dit, c'est pas raisonnable. Tu sais, on fait tous attention un peu à l'argent. Enfin, sauf si t'es milliardaire, mais c'est pas le cas de beaucoup de gens.
Et le mien non plus. Donc, du coup, tu vois, tu dis toujours, ah bah non, c'est pas raisonnable, machin. Et en fait, maintenant, je me dis plus ça. Parfois, là, on est parti au ski, tu vois. À chaque fois, je remettais à dire, ah bah non, ah bah là, j'ai fait OK. Et on s'est pris une réservation Pierre et Vacances, confortable. Ouais. Et je me suis dit, OK, ça coûte cher, mais c'est pas grave. On va passer une semaine, ce sera des bonnes vacances, tu vois. En fait, je me dis, il faut pas se galérer pour rien. Il faut trouver, si OK, tu bosses, bah, au moins que tu en profites. Bah, c'est ça. Et faire profiter les enfants, tu vois, qu'on ait une vie sympa. Et maintenant, si je bosse, voilà, je me dis, c'est pour avoir une vie sympa, qu'on profite, qu'on soit confort, quoi. Ouais. Et puis justement, moi je pense que c'est important ce que tu dis de ce côté de se créer des souvenirs parce que tu l'as toujours un peu dans un coin de la tête, mais tu te rends pas compte de l'importance que ça a avant d'avoir peur de plus les avoir en fait. Bah exactement. Et c'est vrai que là, toi, ce que tu dis, c'est vrai parce que je me dis beaucoup plus, le temps passe vite. Tu vois, le ski, par exemple, je me disais, à chaque fois que j'allais au ski, je skiais pas. Parce que je me disais, non, mais là, je suis enceinte. Non, mais là, je viens d'avoir mon bébé. Je suis pas en état. On verra l'année prochaine. Et en fait, là, je me suis forcée. J'ai dit, non, mais là, tu skis. Parce qu'en fait, chaque année, tu passes. Et là, tu vois, mon année 2021, 6 mois, 6 mois à l'hôpital. Et donc, 9 mois à Chess, tu vois. Et bah, tu te dis, en fait, c'est beaucoup de temps passé. Et donc, il reste plus. Enfin, tu as plus peur, voilà, de perdre tes moments et que tu te dis, bah, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et du coup, c'est sûr que voilà, les beaux moments, tu en profites plus, quoi. Ouais. Tu les savoures. Tu apprends à savourer. Ouais, c'est ça. J'ai une dernière question pour toi qui va concerner indirectement ta vie de famille, mais ta vie de couple après le cancer. Comment ça se passe ? Est-ce que c'est une épreuve, comme tu en parlais tout à l'heure de la maternité, où tu mets 6 mois à t'en remettre ? Est-ce que tu dirais que c'est la même chose un peu avec le cancer ? Bah écoute, nous, pour notre couple, franchement, aujourd'hui, on est très heureux d'être tous les deux, tu vois. C'est-à-dire que déjà, pendant que j'étais malade, pendant que j'étais à l'hôpital, tous les jours, quand il venait me voir et tout, je me disais, mais quelle chance j'ai, tu vois. Je me disais, je pensais à des familles ou des femmes, tu vois, ou peut-être des hommes qui s'aiment pas forcément, ils sont ensemble, mais d'abord, il y en a qui se trompent, ou tu vois, qui ont des histoires à côté. Je me dis, mais quand tu es malade comme ça, imagine ton mari que tu n'aimes plus vient te voir et tu te dis, mais il me fait chier de venir, lui, j'ai pas du tout envie de le voir. Ou bien ils viennent, mais ils ont plus grand-chose à se dire. Ou tu vois, moi, quand il venait des heures et des heures. Je sais pas de quoi on parlait, mais bon, on était bien, tu vois, et on était vraiment soudés. Et donc ça, je me suis dit, quelle chance. Pendant la maladie, je me suis dit, quelle chance. Et écoute, après la maladie, bon, il a eu ce petit, comment on dit, breakdown, là, cet été, que c'était difficile. Et je me suis dit, oh là là, en fait, moi, ça m'a fait peur, parce que je me suis dit, là, je suis moi-même en combat encore pour sortir de la maladie, tu vois, pour ça y est, je suis guérie, mais il faut que je retrouve ma vie. Et je me suis dit, maintenant, c'est à moi, je vais devoir le porter, tu vois. Mais en fait, bon, c'est passé assez vite, j'ai eu beaucoup de chance. Mais en fait, tu sais, tous les deux, aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne doit pas se disputer pour des bêtises, qu'il faut prendre de la hauteur, ça nous a quand même fait grandir aussi tous les deux, tu vois. Et vraiment, on est heureux tous les deux. Enfin, on était déjà très bien ensemble, sinon on ne serait pas comme ça aujourd'hui, mais on est vraiment tous les deux heureux d'être là. On se rend compte de la chance qu'on a, en fait, d'être une famille qui s'entend bien et que tous les deux, on soit bien ensemble. Donc ça, c'est vrai que c'est chouette. Ouais, c'est trop bien. Merci beaucoup Alexandra. Merci à toi, pour tes mots, pour le partage de ton histoire. Si on veut te suivre un petit peu, suivre les aventures de la pelucherie et découvrir quand même, elles sont vraiment belles vos peluches. Par où ça se passe ? Comment on peut faire ? Eh ben écoute, on peut me suivre on a le compte Insta de la pelucherie. Il y a mon compte Alex Rapaport, mais c'est vrai que les belles peluches, c'est quand même plus sur la pelucherie. Ouais, mais il y a les deux, tu vois. On peut aller voir les peluches. On peut aller voir les deux. Et aller voir un petit peu ce qui se passe chez toi. Voilà, exactement. Trop chouette. Merci encore. Merci. Et puis, à bientôt. À bientôt. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que cet épisode t'a plu. Alors file vite sur Apple Podcast pour mettre 5 étoiles et dire pourquoi tu écoutes Prenons un café. C'est hyper simple. Tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, tu vas en mettre 5, et tu écris ce que tu veux dans la section Avis. Par exemple, le 30 novembre 2021, Dane19, que je remercie chaleureusement au passage, écrivait « Excellent podcast, plein de bienveillance et d'informations utiles autour de la maternité, mais pas que. » Trop sympa, non ? Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux toujours parler de Prenons un café autour de toi, partager le podcast sur tes réseaux sociaux, bref, faire en sorte qu'il soit connu du plus grand nombre. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode.
Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café.